La commissaire européenne au numérique, Mariya Gabriel, est l'invitée aujourd'hui de Ranet Plus pour un entretien sur l'intelligence artificielle. Merci, Madame Gabriel, d'être parmi nous aujourd'hui. Dans nos studios également, Olivier Henrion, journaliste de l'RTBF, et nous prendrons également des membres d'autres radios, membres de Ranet Plus. Madame la commissaire, on nous dit que le budget prochain de l'Union européenne doit se concentrer sur de nouveaux domaines, au détriment des politiques traditionnelles de l'Union européenne. Parmi ces priorités, l'intelligence artificielle. D'après vous, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est positif ou négatif pour l'Union européenne ? D'abord, ce n'est pas au détriment d'aucune autre politique de l'Union européenne. Au contraire, nous proposons pour la première fois dans le budget de l'Union un programme Europe numérique qui propose de se concentrer sur 5 domaines stratégiques pour lesquels nous sommes maintenant convaincus qu'il n'y a aucun État membre qui peut faire face à ce défi. Et ces défis, c'est l'intelligence artificielle, c'est aussi les compétences numériques, c'est la cybersécurité, c'est les supercalculateurs, c'est les administrations publiques. Donc c'est pour cela que nous voulons émettre un message au niveau européen. Nous ne sommes pas la Chine, nous ne sommes pas les États-Unis. Ils investissent massivement. Nous, on voudrait, au niveau européen, pour la première fois, investir dans des capacités stratégiques qui nous permettront, par le biais d'une approche européenne basée sur des valeurs et sur des principes démocratiques, de faire la différence. Et l'intelligence artificielle en fait partie. Et c'est ça notre positionnement par rapport à ce sujet. Il est trop tôt de dire ça sera que positif ou ça sera que négatif. Au contraire, d'une part, il y a des opportunités, il faut les saisir. D'autre part, il ne faut pas fermer les yeux. Nous devons répondre aux craintes de nos citoyens qui craignent de perdre des emplois, qui ont des peurs que suscite cette intelligence artificielle. Et c'est pour cela qu'on propose d'avoir une approche européenne extrêmement équilibrée. Sa valeur ajoutée est qu'elle se concentre tout aussi bien sur les capacités technologiques que sur les questions éthiques. C'est là où je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée de l'approche européenne, tout comme sur des questions sociétaux sensibles comme l'influence sur le marché du travail et les compétences numériques. Très bien, oui, ce sont des questions importantes sur lesquelles nous reviendrons. Mais justement, l'Union européenne n'arrive-t-elle pas un peu trop tard par rapport à ses concurrents ? On dit maintenant que la Chine, les États-Unis, les géants du numérique investissent 90% des investissements sont de ces acteurs et que Pékin, d'ici à 2020, a prévu de mettre 19 milliards sur la table. Est-ce qu'on n'a pas raté déjà le coche au niveau européen ? Il n'est jamais tard. D'abord parce qu'il y a des domaines dans lesquels nous continuons à être des leaders mondiaux. Je donne tout de suite l'exemple de la robotique. 25% des robots qui sont produits dans le monde sont d'une entreprise qui se trouve dans l'Union européenne. Nous sommes aussi des champions en micro et nanoélectronique. Maintenant, c'est le moment de dire que par le biais de ce budget européen, on voudrait les soutenir, on voudrait qu'ils affirment leur place, qu'ils défendent leur capacité d'innovation. Ensuite, en termes d'investissement, justement, il n'y a pas un État membre qui peut parvenir seul à ces investissements aussi massifs que vous venez de citer. C'est pour cela qu'on voudrait proposer qu'au niveau européen, il y a une meilleure coopération entre les États membres et l'Union européenne pour qu'on puisse avoir la masse critique nécessaire d'investissement qui nous permettront de protéger cette place. En termes d'intelligence artificielle, ce que nous proposons, c'est d'avoir 500 millions d'euros chaque année d'ici 2020, c'est 1,5 milliard, avec la capacité à ce que ceci mobilise autour de 20 milliards d'euros investissements privés et publics. Et notre objectif, qu'à partir de 2020, on a 20 milliards d'euros par an pour la prochaine décennie. Il faut donner l'élan. Et c'est pour cela que je pense que ce programme Europe numérique que nous proposons est un signal très fort, à la fois pour nos entreprises, pour nos partenaires internationaux et pour nos citoyens. Très bien. Cette question justement du retard de l'Europe est celle qui inquiète notre correspondant, notre membre qui est Gigi Donnelly de Radio 24 à Milan. Voici sa question. Madame la commissaire, bonjour. La question est la suivante. L'Europe est en perte de compétitivité dans le domaine de l'intelligence artificielle. Que propose la Commission pour rattraper ce retard ? Merci. Donc ici, justement, quelle est la valeur ajoutée en particulier de la Commission européenne par rapport aux États membres pour rattraper ce retard ? D'abord, nous ne cherchons pas à concurrencer d'autres là où ils sont en avance. En revanche, ce que nous proposons, c'est de renforcer
certaines de nos capacités stratégiques dans lesquelles il y a une excellence européenne, on voudrait la renforcer et on voudrait se donner les moyens pour avancer et pour défendre notre place. J'ai déjà donné l'exemple de la robotique, j'ai déjà donné l'exemple de la micro- et nanoélectronique. En revanche, force est de reconnaître que maintenant, nous devons investir. Mais cet investissement en Europe ne passe pas par l'investissement en tant que tel dans l'intelligence artificielle. Il passe par des questions qui sont complexes, mais qui sont importantes pour chacun de nos citoyens. Moi, je voudrais que, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on aborde la question de l'accès. Ça ne doit pas être réservé à une élite. Je voudrais que les petites et les moyennes entreprises ont accès. C'est pour cela que la Commission, dans sa stratégie, propose de créer une plateforme de l'intelligence artificielle à la demande pour que justement nos experts, nos chercheurs, nos petites et moyennes entreprises puissent y avoir accès. Ensuite, on voudrait aussi aborder les questions éthiques. Nous devons conserver l'homme au centre de notre approche sur l'intelligence artificielle. Moi, je voudrais sauvegarder l'approche l'homme aux commandes et c'est pour cela que nous avons maintenant déjà commencé. On a les premiers pas. Nous avons créé un groupe d'experts du haut niveau. Nous avons créé un groupe de travail avec les États membres. J'étais avec eux il y a encore deux semaines. Nous avons créé une alliance européenne sur l'intelligence artificielle. Nous avons déjà 800 participants, les universités, les entreprises. D'ici la fin de l'année, ils se sont mis d'accord sur un plan très clair pour identifier des recommandations concrètes. Où est-ce que c'est nécessaire d'intervenir et où est-ce que nous devons sauvegarder et préserver cette capacité d'innovation des plateformes, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle. Et la troisième question, pour moi essentielle, c'est dès à présent de nous attaquer à la question de marché du travail, les emplois, la création, les régions, comment ils vont ressentir l'impact. L'intelligence artificielle, pour moi, doit être utile là où on a des tâches physiques répétitives. Mais les robots et les machines ne vont jamais et ne doivent jamais remplacer l'homme dans ce qu'il a d'unique. La créativité, l'innovation, les rapports sociaux. Et c'est ça que nous essayons de faire dans notre approche. Encore une fois, c'est une approche qui nous différencie et des États-Unis et de la Chine. Mais je crois en notre propre voie européenne qui, elle, est basée sur des valeurs et sur le citoyen au centre de cette approche. Très bien. Vous avez parlé des entreprises européennes et c'est la question que pose Stavros Samoulidis de la radio grecque Sky. Il s'inquiète de ce que les entreprises européennes elles-mêmes n'ont pas accumulé un retard par rapport à leurs concurrents dans la mise en œuvre et l'intégration de plans sur l'intelligence artificielle. Chère Madame Gabriel, l'absence de sommes importantes dédiées au développement de l'intelligence artificielle par les pays membres est un facteur qui retarde l'Union européenne dans ce domaine. Le manque de plans détaillés, observé également dans les entreprises européennes, réduit les chances de rattraper le retard comparé aux États-Unis ou à la Chine. Comment la Commission compte-t-elle motiver le domaine privé en Europe ? Alors, où en sont les entreprises européennes d'après vous ? Nous avons beaucoup de travail en face de nous. C'est vrai, seulement 1 sur 5 entreprises européennes est aujourd'hui numérisée. C'est un fait, c'est la situation actuelle à laquelle on fait face. C'est pour cela que la Commission européenne a mis l'accent sur, d'une part, les Digital Innovation Hubs. On voudrait que d'ici 2020, dans chaque région de l'Europe, on a ce hub d'innovation numérique qui permettra aux entreprises de pouvoir développer de nouveaux produits, de pouvoir tester leur business model avant de se lancer et chose importante, d'avoir accès à la formation. Parce que souvent, lorsqu'on parle de la numérisation des entreprises, l'un des enjeux, c'est de permettre aux gens qui sont déjà en âge actif d'accéder à cette formation qui les préparera à la transformation numérique des futurs métiers. Or, aujourd'hui, les chiffres sont alarmants. Seulement 35% de notre force de travail a des compétences numériques de base. Or, nous savons qu'après 2020, 90% des emplois vont demander ces compétences numériques de base. C'est pour cela que la Commission a mis en place plusieurs initiatives. Je voudrais citer 2. À partir du mois de juin dernier, nous avons commencé un projet pilote qui s'appelle l'opportunité numérique, des stages pour 6 000 étudiants pour leur permettre d'être en contact direct avec les entreprises et qu'ils puissent découvrir le numérique pour pouvoir avoir de meilleures perspectives d'emploi. Nous visons ça pour 6 000 étudiants. Nous avons créé une plateforme. Sur la plateforme, nous avons déjà plus de 700 offres de la part des entreprises. Le stage sera payé par la Commission
Commission européenne avec une durée de 4-5 mois. De même, la Coalition européenne pour les emplois et les compétences numériques. Elle a été créée il y a 1 an et demi. Son premier objectif était d'offrir de la formation à 1 million de citoyens européens. En 1 an et demi, ils ont pu offrir cette formation à 7,5 millions européens. Ça montre que si on est tous mobilisés, de niveau local, par le régional et national jusqu'au européen, on peut y parvenir. Mais pour cela, il faudrait travailler ensemble. Les entreprises, avec le monde de la recherche, les institutions, avec le local. Ce sont maintenant des transformations auxquelles nous, on fait face, mais je crois en la capacité de nous organiser et de pouvoir obtenir des résultats plus rapidement. Je vais peut-être être le pessimiste de la bande, je m'excuse, mais si vous nous dites qu'une entreprise sur 5 est prête aujourd'hui pour être prête face aux enjeux du numérique, comment est-ce qu'on peut arriver à convaincre des investisseurs de venir et de mettre de l'argent pour développer l'intelligence artificielle si on part de si bas, alors qu'il y a d'autres entreprises de par le monde qui sont peut-être plus susceptibles de leur amener un retour sur investissement? Il y a 2 niveaux lorsqu'on parle des compétences numériques. Il y a d'une part les compétences numériques avancées, et là, l'Europe peut et doit être fière de l'excellence de sa recherche, de ses IT spécialistes. Mais d'autre part, il y a les compétences numériques de base. Pour les compétences numériques de base, j'ai dit les initiatives que nous avons mises en place. Et de plus en plus, les États membres se mettent vraiment dans cette idée. D'autant plus qu'on touche ici à des problèmes beaucoup plus complexes. On touche tout de suite au problème du système d'éducation. C'est dans nos systèmes d'éducation qu'il doit y avoir le programmation, le codage, pour qu'ils puissent accéder à cela. Nous avons maintenant, depuis le mois de janvier, un plan d'action de l'éducation numérique. Les États membres commencent à bien bouger. Exemple très concret, dans certains États membres, à partir de l'année prochaine, à partir du mois de septembre, le codage sera introduit dans le parcours dès le plus jeune âge, 8-9 ans. Donc déjà des chances qui sont données. Ensuite, c'est pour cela que j'insiste sur cette nécessité d'avoir le programme L'Europe numérique. Dans ce programme, dont le budget est 9 milliards et dont pour l'intelligence artificielle, on a 2,5 milliards, nous avons prévu 700 millions d'euros pour les compétences numériques avancées. Il est temps aujourd'hui d'encourager nos IT spécialistes de rester en Europe, de pouvoir offrir des formations pour que justement les entreprises, pas seulement européennes mais aussi externes, puissent compter sur ces personnes pour investir et pour faire des développements. Le développement de l'intelligence artificielle nécessite aussi de mettre à portée des chercheurs des millions de données. Alors on sait que l'Union européenne a développé un arsenal juridique très efficace, tout en s'assurant du consentement des citoyens européens. Oui, mais c'est et pas seulement, parce que nous avons le fameux GDPR qui assure la libre circulation des données personnelles, mais je ne peux que me féliciter du résultat que les 3 institutions ont montré sur la libre circulation des données non personnelles. Moi, c'est quelque chose, on parle d'une économie de données, elle n'est pas possible sans cette libre circulation. En seulement 273 jours, la proposition de la Commission est devenue un fait par l'accord entre les 3 institutions au moment de trilogue. Ça montre que nous sommes capables de faire vite et de faire de qualité. Ce qui est assez rare, effectivement, en Europe aujourd'hui. Cela dit, ce cadre réglementaire, il existe en Europe et il n'existe pas forcément dans d'autres pays. Aux États-Unis, par exemple, les États-Unis qui ont donné carte blanche à leur industrie sur l'intelligence artificielle afin de leur laisser librement développer leurs inventions. Est-ce que ces réglementations, c'est la question qu'on peut se poser, elles risquent pas d'entraver finalement la recherche? Est-ce qu'on risque pas de se tirer une balle dans le pied avec ces réglementations qui protègent pourtant nos libertés de base? Justement, c'est dans cet objectif de ne pas avoir une réglementation qui serait une entrave à l'innovation et au développement que nous avons adopté dans notre stratégie sur l'intelligence artificielle cette approche qui est l'approche d'inclure dès le début du processus tous ceux qui travaillent tous les jours sur le terrain et qui connaissent la problématique. C'est pour cela qu'on a l'alliance avec les industries, avec les chercheurs, avec les institutions. C'est pour cela qu'on a le groupe d'experts pour que ce soit des recommandations bien précises. C'est pour cela que nous avons décidé, en termes d'intelligence artificielle, d'intervenir là où c'est nécessaire, mais en nous basant sur l'expérience de ceux qui tous les jours savent ce qui se passe sur le terrain, mais d'autre part, de dire clairement que nous avons des valeurs. Et oui, la protection des données personnelles en fait partie de ces valeurs non négociables pour nous. Ça, c'est une force pour l'Union européenne. Parce que je pense qu'on doit avoir le courage d'affirmer que notre approche elle est basée sur une valeur telle que la protection des données, mais c'est aussi la transparence, c'est aussi la dignité humaine, c'est aussi la solidarité. Cela prendra peut-être un peu de temps, mais je crois que l'Europe peut être un leader. Ça ne va pas nuire à notre compétitivité. Cela ne nuira pas. Je ne vois aucune contradiction entre
défense de nos valeurs et compétitivité basée sur l'innovation et sauvegarde de cette capacité d'innovation des nouvelles technologies. C'est pour cela que l'équilibre est délicat, l'équilibre est parfois très difficile à bien saisir dans tous ces enjeux, mais nous avons montré que nous sommes capables de le faire. Il faut continuer dans cette voie-là. En février dernier, des chercheurs du monde entier ont publié un rapport qui met en garde contre les risques d'utilisation malveillante de l'intelligence artificielle. Alors effectivement, c'est une question qui tracasse un autre de nos membres de Radio Polskie, Magdalena Skajewska. On souligne aussi l'importance dans ce rapport des décideurs politiques. Donc nous allons entendre la question. Bonjour Madame la Commissaire, voici la question de Radio Pologne, Polskie Radio. Selon des experts, l'intelligence artificielle va accroître le risque de cyberattaques. Comment est-ce que la Commission et les États membres prévoient-ils de lutter plus efficacement contre ce type de menaces qui ont bien entendu de graves conséquences au niveau social, économique et politique? Merci beaucoup. Voilà, donc quelles parades sont envisagées au niveau de la Commission et des États membres peut-être aujourd'hui? La question de la confiance pour échanger des données, pour avoir des capacités opérationnelles pour réagir très vite, et ceci est prévu dans toutes nos propositions. De la proposition qui date du mois de septembre dernier sur la cybersécurité, rappelez-vous, pour la première fois, on a prévu qu'il y ait un mécanisme de coordination européenne en cas d'attaque de large échelle. WannaCry était une véritable sonnette d'alarme. De même pour l'intelligence artificielle. Pour cela, c'est très important que les États membres travaillent ensemble avec les institutions qui sont impliquées. C'est pour cela que, par exemple, il y a un mois, nous avons conclu un mémorandum d'understanding. C'est un peu du love langue oui, voilà. qui met ensemble l'unité de la Commission, le CERT-EU, ensemble avec Europol, ensemble avec IC3 et avec l'agence de la cybersécurité NISA pour qu'on puisse ensemble réagir très rapidement. Et c'est pour cela que j'insiste sur une autre idée qui est celle d'avoir un réseau de centres de compétences et d'excellence dans chaque État membre pour la cybersécurité. C'est dans ces centres, avec un centre d'excellence à Bruxelles, que je vois un moyen vraiment de bâtir cette résilience, c'est-à-dire d'investir pas seulement dans la technologie, mais aussi dans l'expertise humaine pour qu'ensemble, on puisse réagir dans ce type d'attaque. Pour moi, la question centrale reste la question de la confiance et la question de partage de données qui n'est pas aussi évidente. Mais plus on sera confronté à ce type d'attaque, je crois que plus on sera mis devant nous-mêmes que la solution elle est à portée de la main, mais il faut maintenant changer peut-être de méthode de travail, il faut oser le faire. Ça nous ramène aussi à la question de l'éthique, et la Commission d'ailleurs travaille sur un code d'éthique. Ça fait partie des tâches que nous avons assignées au groupe d'experts, mais aussi à l'Alliance. Il y a déjà eu des rapports au Parlement européen, il y a eu un rapport au Comité économique et social, le Comité des régions a aussi travaillé. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier un socle de valeurs, de principes qui vont nous permettre de voir quelle est la force de notre valeur européenne. Et je pense que ça va être des débats parfois houleux, mais c'est le seul moyen pour moi d'avoir la confiance des citoyens dans ces nouvelles technologies. Pour moi, le grand enjeu, c'est effectivement cette confiance-là. Elle n'est pas là aujourd'hui, elle n'est pas acquise. Et si nous échouons, nous ne parviendrons jamais à avoir ces résultats positifs attendus de la digitalisation. Très bien. Nous faisons un dernier détour par la Roumanie et par une autre question. En fait, c'est Florin Orban de la Radio Romania qui s'inquiète de l'état des infrastructures digitales dans l'Union européenne. Добрый день от București, госпожо комисар. Ma question est liée à un problème sérieux d'infrastructure. Disons que j'ai une maison intelligente liée à l'Internet dont je peux avoir un contrôle direct de partout dans le monde. Sauf que si je suis en vacances en Allemagne par exemple, le mauvais état du réseau digital allemand fait presque impossible mon accès à ma maison intelligente. Donc je ne sais pas si mes 4 chats sont bien nourris, s'il n'y a eu aucun accident domestique, etc. Alors, dans votre stratégie digitale vers un monde intelligent, y a-t-il de la place aussi pour améliorer les infrastructures ? Absolument. La question des infrastructures reste la base, si on peut vraiment obtenir tout ce qu'on voudrait de la numérisation. C'est pour cela.
nous devons faire face à un grand défi. D'abord, c'est la différence entre les zones urbaines et les zones rurales. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que quand on regarde les chiffres, 76% des ménages urbains ont une connectivité décente. Ça veut dire au moins 30 mégabytes par seconde. Ce pourcentage tombe au-dessous des 40% dans les zones rurales. C'est pour cela que dans le nouveau code des communications électroniques, nous avons veillé à ce qu'il y ait des règles, des procédures qui permettent de couvrir les zones blanches, de pouvoir accéder à des zones éloignées, des zones défavorisées. Mais ensuite, il faudra continuer à investir. C'est pour cela que j'ai insisté au début que notre programme Digital Europe, il est complémentaire. Et quand je parle complémentaire, qu'il ait des synergies, je voudrais que dans le prochain budget de l'Union, dans les fonds structurels, on garde l'argent qui est prévu pour le broadband, exemple dans la politique de la cohésion. De même, nous avons proposé d'augmenter le budget pour le Connecting Europe Facility. Aujourd'hui, il est à 1 milliard. Nous proposons que ça soit un budget de 3 milliards, avec vraiment se concentrer sur les infrastructures numériques. De même, l'instrument InvestEU. De même, le développement rural. Donc, l'idée, ce serait effectivement que les États membres puissent avoir à leur disposition les moyens jusqu'ici disponibles, mais avec une augmentation pour continuer à travailler. De notre côté, d'assurer qu'au niveau européen, il y a une meilleure coordination, notamment en vue de l'arrivée de la 5G. Je ne veux plus qu'on répète l'erreur de la 4G. Et l'une des erreurs, c'était exactement le fait que les États membres ont vraiment coordonné ça de manière extrêmement différenciée. Or, aujourd'hui, dans le nouveau Code des communications électroniques, nous avons dit, pour la première fois, nous voudrions que les États membres gèrent le spectre qui est vraiment l'élément central de la connectivité de la 5G de manière coordonnée. D'ici 2020, on voudrait que les États membres le fassent de manière beaucoup plus coordonnée, de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette énorme différence, parce que le numérique, c'est une énorme opportunité. Mais le numérique, c'est aussi un énorme risque. Risque de plus de pauvreté, de plus d'isolation sociale, de plus de périphérisation de régions. Et je pense que c'est en cela aussi l'approche et la valeur ajoutée de l'approche européenne, c'est que ces questions ne nous échappent pas. Et justement, par le biais d'une action qui s'élève au niveau européen et par une meilleure coordination du niveau local jusqu'au national, on voudrait proposer des solutions très concrètes. Et si on doit rassurer notre collègue qui doit nourrir ses chats, quelle est l'échéance pour avoir justement un réseau qui soit effectif, correct sur toute l'Union européenne ? Nous avons la société Gigabit qui est d'ici 2025. Donc d'ici 2025 ? Pour cela, il nous faut des investissements et il nous faut des actions. Encore une fois, j'attire l'attention à des actions très concrètes comme le projet Wi-Fi for EU, comme le broadband, comme les infrastructures. Ça dépend de nous de le faire et je ne peux qu'être reconnaissante de chaque voix de citoyen qui se lève pour tenir ce sujet haut de l'agenda. Je ne peux qu'être très, très heureuse comme commissaire si ce sujet est aussi haut dans l'agenda politique. Très bien. Voilà, ceci clôturera notre entrevue d'aujourd'hui. Merci encore Maria Gabriel d'avoir été parmi nous aujourd'hui et merci Olivier et merci à tous de suivre Ranet Plus en radio et en studio. Merci. Merci beaucoup.